Bonjour. Alors, il y a bientôt 2 ans naissait l'Alliance des États du Sahel, l'AES. C'était le 16 septembre 2023. Mali, Burkina Faso, Niger. Une alliance de défense, dans un contexte régional très tendu. Oui, tout à fait. Un contexte de lutte antiterroriste aussi et de redéfinition des partenariats. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu où en est ce projet AES presque 2 ans après. On s'appuie pour ça sur une discussion assez récente entre les ministres des Affaires étrangères des 3 pays et leur homologue du Togo. Oui, l'idée c'est vraiment de décrypter un peu leur bilan, ce qu'ils présentent comme des avancées, mais aussi les défis énormes qui restent. Voilà, notre mission, essayer de saisir la réalité de l'AES au-delà des discours. Alors commençons peut-être par le cœur du réacteur, la sécurité. C'était la raison d'être de l'Alliance. Ils affirment que ça va mieux. Même des redditions. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Au-delà de ces affirmations, je veux dire. Le gros changement qu'ils mettent en avant, c'est le commandement. Maintenant, il est local. Malien, burkinabé, nigérien. Et ça, selon eux, ça le rend plus réactif. Plus réactif qu'avec les forces occidentales avant, type Barkhane? Voilà, c'est ça l'idée. Et les tactiques aussi, elles évoluent. Plus de mobilité, des motos, des petits groupes, moins de forces statiques dans des grandes bases. Et pour l'équipement? Parce que ça coûte cher, la guerre. Alors là, ils parlent de nouveaux partenaires sincères. Ils citent la Russie comme étant plus fiable que la France. C'est un message politique fort. Clairement. Et il y a aussi cette histoire de fonds de soutien patriotique. Oui, c'est un financement interne par les populations elles-mêmes pour soutenir l'effort de guerre. Ils insistent beaucoup là-dessus. Pourtant, on continue d'entendre parler d'attaques. Très meurtrières parfois, comme au Niger récemment, à la frontière béninoise. Comment ils expliquent ça? Ils reconnaissent que les attaques continuent, oui. Mais ils disent qu'elles visent moins les militaires maintenant. Plus les civils, pour faire des actions d'éclat, comme ils disent. Des actions pour choquer, en gros. C'est ça, pour terroriser. Et d'ailleurs, ils contestent beaucoup les bilans qui sont donnés par les médias étrangers. Et il y a ces accusations très lourdes d'ingérence. Ils parlent de groupes terroristes soutenus par l'étranger. Ah oui, ça c'est central dans leur discours. Ils parlent d'une vraie guerre par procuration. Ils accusent la France de fournir armes et logistique, l'Algérie d'héberger les groupes armés maliens, le Bénin de faciliter la présence française. Ils ont même mentionné l'Ukraine. C'est énorme comme accusation. Ça dessine une rhétorique de siège, quoi. Exactement. Une lutte contre une déstabilisation qui viendrait de l'extérieur. Et aussi une guerre de l'information, selon eux. Et cette posture de rupture, on la retrouve sur le plan diplomatique, avec la CEDEAO par exemple. Absolument. Pour eux, la sortie de la CEDEAO, c'est fait. C'est irréversible. Maintenant, ils veulent discuter d'entité à entité. L'AES face à la CEDEAO. Et le Togo là-dedans. Ils jouent les médiateurs. Oui, le Togo essaye de maintenir le dialogue et d'après leur ministre, les tensions avec la CEDEAO auraient un peu baissé. On parlerait même d'une séparation à l'amiable. Bon, ça reste à voir. Netco. Et à part le Togo, ils ont d'autres soutiens? Ils citent le Maroc pour une aide matérielle. Ils évoquent aussi des soutiens plus discrets, en off, comme on dit, d'autres responsables africains. Et ils comptent beaucoup sur la solidarité des peuples africains. Et cette alliance politique africaine, l'APA, c'est quoi exactement? C'est un forum plus informel, récent. Il y avait 21 pays la dernière fois. Pour eux, c'est un espace de dialogue stratégique plus sincère. Avec l'Europe, c'est plus contrasté. La France est clairement dans le viseur. Oui, décrite comme isolée, hostile, espérant leur chute. Mais ils disent reprendre langue avec l'UE, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Intéressant. Passons à l'économie. Parce que la souveraineté, ça passe aussi par là. Il y a des projets. Oui, et des projets ambitieux. Créer une vraie économie AES. On parle de routes, d'un chemin de fer pour relier les 3 pays, de projets énergétiques communs. Une banque d'investissement AES, j'ai lu ça aussi. C'est ça. Et transformer l'ancienne autorité du Liptako-Gourma en outil pour cette intégration. Mais est-ce que c'est réaliste? On parle de pays parmi les plus pauvres du monde, avec des budgets plombés par la guerre, 20-25% pour la défense, vous disiez, et puis ils sont enclavés. Ils reconnaissent la pression sur le budget, oui, mais ils cherchent des solutions palliatives, comme ces fonds patriotiques dont on parlait. Pour l'enclavement, ils refusent de voir ça comme une fatalité. Comment ça? Ils disent que les ports des pays côtiers sont en concurrence pour les desservir. Ça leur donnerait une marge de négociation, en quelque sorte. Et le Niger, par exemple, affirme être devenu autonome électriquement vis-à-vis du Nigeria. Ah oui,
Hmm. malgré les coupures fréquentes. Oui, alors ça, il l'attribue à du sabotage ou à de la maintenance. C'est la version officielle. D'accord. Et en interne, la gouvernance, le soutien populaire qu'ils revendiquent, c'est solide? Et les élections? Ils affirment que oui, le soutien populaire est fort, constant. Ils donnent l'exemple des jeunes qui s'engagent dans l'armée. Pour les élections, ce n'est pas la priorité, disent-ils. La priorité, c'est la sécurité, la souveraineté. Voilà. Elles auront lieu à leur rythme, sans céder aux pressions extérieures. Ils parlent d'hypocrisie internationale, en comparant avec d'autres situations comme l'Ukraine où on ne demande pas d'élection en pleine guerre. Est-ce qu'ils reconnaissent des menaces internes? Des tentatives de coup d'État, par exemple? Ils admettent qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation, oui, mais ils assurent que les régimes tiennent bon, qu'il y a une cohésion, notamment grâce à une bonne communication interne, par exemple au sein du CNSP au Niger. Reste la question très sensible des droits humains. Il y a quand même beaucoup d'accusations, de violations, de disparitions. Oui, alors ça, ils rejettent en bloc. Pour eux, c'est de la désinformation, encore une fois, pour déstabiliser. Les détentions, c'est pour la sécurité, face à des complots avérés, disent-ils, avec des preuves. Mais ils admettent que la situation est complexe. Ils reconnaissent que c'est compliqué, qu'il peut y avoir des erreurs, mais la ligne officielle, c'est qu'ils essayent de respecter la loi, même dans ce contexte exceptionnel. Bon, alors, si on essaye de synthétiser, l'AES se présente comme un projet souverainiste en marche, qui revendique des succès sur le terrain sécuritaire et qui dit avoir un fort soutien populaire. C'est ça. C'est l'image qu'ils projettent, oui. Mais en face, les défis sont absolument gigantesques. La pression extérieure est forte, la guerre contre les groupes terroristes est loin d'être gagnée, c'est asymétrique, épuisant. Il y a les risques de tensions internes, et puis l'effort économique qui est colossal. Donc au final, une question demeure. Au-delà du discours, des symboles et même des éventuels succès militaires. Oui, la vraie question, c'est est-ce que l'AES arrivera à transformer cette ambition de souveraineté en quelque chose de concret pour les gens, en amélioration réelle, durable, pour la vie quotidienne de millions d'habitants, surtout dans une région qui reste incroyablement instable. Ça, c'est tout l'enjeu pour l'avenir.